Parmi les éléments qui constituent chaque matière dans ce monde, certains sont instables. On dit que ces éléments sont radioactifs et ceux-ci se désintègrent dans le temps. Dans ce TP vidéo, nous allons étudier le phénomène de désintégration, mesurer la demi-vie de certains éléments en utilisant des méthodes différentes. La désintégration radioactive d'un noyau possède un caractère aléatoire. Pour un noyau donné, il est impossible de dire quand il va se désintégrer. En revanche, on peut connaître avec précision sa probabilité de désintégration sur une période donnée. Pour comprendre le principe de désintégration, nous allons le simuler avec des dés. On connaît la probabilité de sortir un nombre à chaque lancer, mais on ne peut savoir quand un numéro va sortir, d'où le caractère aléatoire des dés. Donc, pour faire cela, on lance des dés. Si un dé tombe sur 1, on le retire, et on répète cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés, et on note à chaque fois le nombre de dés restants. Pour que nos résultats soient fiables, il nous faudrait une grande quantité de dés, mais n'en ayant pas, nous allons simuler l'expérience à l'aide d'un programme Python. Voici le programme en question. C'est avec lui que nous allons simuler nos lancers de dés. Une partie va servir à simuler l'expérience et l'autre générer nos résultats sous forme de graphique. On obtient alors une courbe exponentielle décroissante, et grâce à ça, on peut repérer le moment où la moitié des dés ont été retirés. Dans ce cas-là, si on parlait de noyaux radioactifs, cela correspondait au temps de demi-vie d'un noyau. On remarque que plus on avance sur la courbe, plus les dés disparaissent lentement, justement car ils sont moins nombreux. Essayons d'appliquer cela dans la vraie vie. Sur le site de l'Ayatollah, on retrouve des traces anciennes que des scientifiques datent de 3,7 millions d'années grâce à la datation au potassium 40. En utilisant la même méthode, on veut dater un échantillon. Mais on souhaite d'abord déterminer la demi-vie du potassium 40, sachant que 0,55% d'un échantillon se désintègre toutes les 10 millions d'années. On pourrait le faire à la calculatrice en soustrayant 0,55 à 100, tout en comptant de 10 en 10 millions d'années à chaque fois, mais c'est beaucoup trop long. On peut aussi utiliser un tableur pour déterminer la demi-vie, avec soit le tableau ou le graphique généré depuis ce tableau. Mais nous allons utiliser une méthode plus simple. Ce sera en utilisant ce programme Python, qui est similaire au précédent, qu'on va faire cette tâche. On l'exécute et on obtient le nombre d'années nécessaires. Ici 1260 millions. C'est vraiment la méthode la plus rapide. Pareil pour la datation, on a juste à modifier le programme et à l'exécuter. On obtient 3690 millions d'années et les résultats étant différents que celui du site de l'Ayatollah, on sait que notre échantillon ne provient pas du même endroit. D'ailleurs, pour la datation, on nous proposait aussi l'utilisation du carbone 14. On sait qu'il a une demi-vie de 5740 ans et devient efficace en datation lorsque son effectif tombe en dessous de 0,3%. On calcule le temps pendant lequel le carbone 14 est efficace grâce à ce même programme et on obtient 51 660 années, ce qui est ridicule comparé à l'efficacité du potassium 40. En conclusion, on pourrait dire que la programmation dans la datation et le calcul de demi-vie d'isotopes permet un gain de temps incommensurable. Une fois le programme réalisé, on peut simuler à volonté un nombre de situations infinies.